Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce décryptage. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet absolument crucial. Notre époque hérite d'une série de défis profondément interconnectés, des défis que les experts qualifient souvent de problèmes pernicieux ou wicked problems en anglais. Concrètement, ce sont des situations tellement intriquées qu'elles exigent une toute nouvelle façon de penser. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. L'objectif aujourd'hui, c'est d'adopter ensemble la posture de l'étudiant face à ce monde chaotique. On va désapprendre nos vieilles illusions de simplicité et s'armer de véritables grilles de lecture pratiques. Bon, voici notre plan de match, notre petit syllabus de survie pour naviguer dans le chaos. 6 étapes rapides. 1. Décrypter un monde complexe. 2. L'échec des modèles classiques. 3. Les systèmes adaptatifs complexes. 4. Le cadre cinéphine. 5. La vision globale de Wilbur. Et on terminera avec 6. L'éducation face à l'incertitude. Allez, c'est parti pour la première étape. Section numéro 1. Décrypter un monde complexe et comprendre ces fameux défis interconnectés. On doit se rendre à l'évidence, la réalité de notre monde a radicalement changé. Des enjeux colossaux comme les pandémies mondiales ou le changement climatique, ce ne sont pas de simples machines avec une pièce défectueuse qu'il suffirait de remplacer, pas du tout. Ce sont des toiles d'araignée gigantesques, des réseaux vivants et évolutifs. Du coup, une question s'impose de facto. Pourquoi nos anciennes solutions font-elles un flop total face à ces crises? En fait, le problème, c'est que nos approches traditionnelles sont linéaires. Elles supposent que si l'on appuie sur le bouton A, on aura toujours le résultat B. Sauf que, face aux défis dynamiques d'aujourd'hui, cette logique déterministe est complètement dépassée. Ce qui nous amène à la section 2, l'échec des modèles classiques et le passage de l'ère industrielle à l'économie post-industrielle. L'ère industrielle, on le sait, s'est bâtie sur la planification hyper rigide. Et les failles de ce paradigme ont éclaté au grand jour lors de la crise financière de 2008. Personne ne l'avait vu venir parmi les économistes classiques. Pourquoi? Regardez bien ce contraste. Les modèles traditionnels voient l'économie comme un système statique, qui cherche toujours l'équilibre, avec des acteurs parfaitement isolés et rationnels. C'est presque de la science-fiction. À l'inverse, l'économie de la complexité reconnaît la réalité du terrain. Nous opérons dans des systèmes ouverts, complètement non linéaires, où tout le monde est interdépendant. Et c'est exactement cette interdépendance qui a pris un simple problème immobilier localisé et l'a transformé en une récession mondiale dévastatrice. Section 3, les systèmes adaptatifs complexes. C'est vraiment la nouvelle lentille indispensable pour voir le monde. Pour réussir à donner un sens à ces immenses mouvements mondiaux qui, en fait, émergent de milliards de toutes petites interactions, il nous faut une nouvelle paire de lunettes. Ce sont les systèmes adaptatifs complexes. Leur grand principe, l'adaptabilité, la non-linéarité, l'émergence de nouveaux comportements, l'auto-organisation et les fameuses boucles de rétroaction. Pour visualiser le truc, imaginez un marché de rue informel. Il n'y a pas de grand patron au centre qui dicte le prix des tomates ou l'emplacement de chaque vendeur. Pourtant, grâce aux simples interactions locales, le marché s'organise tout seul. L'ordre émerge spontanément du chaos apparent. Fascinant, non? Et cette idée nous amène directement à un autre concept absolument vital, la non-linéarité, et ce qu'on appelle les points de bascule, ou tipping points. L'analogie la plus parlante, c'est celle de l'eau qui bout. Vous chauffez l'eau doucement, 97 degrés, 98 degrés, 99 degrés, il ne se passe pas grand-chose, l'eau reste liquide. Et soudain, à 100 degrés pile, boum, une transformation radicale s'opère. L'eau se transforme en vapeur. Eh bien, dans un système complexe, c'est pareil. De petits efforts constants dans une politique publique peuvent s'accumuler de manière totalement invisible. Puis d'un coup, on atteint ce point de bascule et ça déclenche un changement systémique, massif et totalement imprévisible. On passe à la section 4, Cinéphone, notre boussole pour résoudre l'incertitude. Ce cadre a été développé par le chercheur Dave Snowden. Cinéphone, c'est véritablement une boussole stratégique pour catégoriser nos problèmes face à l'inconnu. On l'appelle un outil de création de sens. Mais attention, l'erreur classique, c'est de croire que ce sont de petites boîtes rigides où l'on doit enfermer nos problèmes. Pas du tout, c'est plutôt un moyen de choisir la bonne paire de lunettes avant de passer à l'action. Selon que votre contexte est simple, compliqué, complexe ou carrément chaotique, votre stratégie devrait être complètement différente. Croyez-moi, appliquer une solution de contexte simple sur un problème complexe, ça allait droit dans le mur. Faisons un zoom sur l'approche spécifique au domaine complexe, puisque c'est là que vivent nos fameux problèmes pernicieux. Dans ce domaine, c'est impossible de prévoir ce qui va se passer. Les relations de cause à effet ne se comprennent qu'avec le recul. Du coup, les longues analyses de planification ne servent à rien. La vraie méthode, c'est sonder, comprendre, puis répondre. En pratique, ça veut dire quoi? On lance d'abord de toutes petites expérimentations, sans grand risque, juste pour sonder comment le système réagit.
Ensuite, on observe, on comprend ce qui émerge. Et ce n'est qu'après qu'on répond en déployant une politique à plus grande échelle. Allez, section 5. La vision globale de Ken Wilber pour une approche enfin holistique des politiques. Ici, on aborde la théorie intégrale de Ken Wilber. Elle nous montre que pour créer des politiques qui tiennent la route sur le long terme, il faut impérativement une vision à 360 degrés de l'expérience humaine. Regardez cette matrice à 4 cadrans, elle est géniale. Elle divise notre réalité entre l'interne et l'externe, et entre l'individuel et le collectif. Le hic, c'est qu'historiquement, nos gouvernements se focalisent presque uniquement sur la case en bas à droite, les structures externes, les lois, les accords. Mais bon, ça ne marche pas si on ignore le quadrant en haut à gauche, c'est-à-dire nos valeurs et notre conscience individuelle, ou encore le quadrant en bas à gauche, notre culture partagée. Si on applique tout de suite cette matrice aux vrais défis de notre époque, ça saute aux yeux. Prenez une pandémie. Le gouvernement a beau pondre des tonnes de décrets depuis le cadran des structures collectives, ça ne sert strictement à rien si on ignore les peurs individuelles ou les normes culturelles des citoyens. Le commandement vertical s'effondre sans l'auto-organisation de la population. Même chose pour le changement climatique. Signer des accords structurels, c'est bien, mais ça exige surtout une transformation culturelle profonde et la prise en compte des réalités socio-économiques de chacun. Enfin, section 6. L'éducation face à l'incertitude, ou comment l'apprentissage devient notre meilleure stratégie. Parce que oui, toute cette réalité complexe vient complètement chambouler notre façon de gérer les services publics et nos écoles. La gestion à l'ancienne, vous la connaissez, contrôle par le haut, planification ultra rigide, des objectifs figés dans le marbre des années à l'avance. Face à la complexité, ce modèle craque de partout. L'alternative qui émerge aujourd'hui, c'est une stratégie basée sur l'apprentissage humain continu. Vu que l'environnement change tout le temps, le système éducatif en lui-même doit avoir la souplesse d'expérimenter, de s'évaluer en permanence et de co-créer des solutions directement sur le terrain avec ceux qui le vivent au quotidien. Et cette citation, tirée de nos sources, résume la situation à la perfection. La stratégie appropriée est donc émergente, elle ne peut être connue à l'avance, mais elle est déterminée par ce que nous découvrons grâce à un apprentissage continu. En clair, l'apprentissage à l'intérieur même du système n'est pas juste un bonus ou un outil de formation parmi d'autres. C'est littéralement la seule stratégie viable pour survivre dans un futur aussi instable. Pour clôturer ce décryptage, j'aimerais qu'on garde une idée forte en tête. Embrasser l'incertitude. Accepter qu'on ne contrôle pas tout, ce n'est pas un aveu de faiblesse ou d'échec. C'est pour ainsi dire la compétence ultime du leadership et de l'éducation d'aujourd'hui. Quand on aborde ce monde chaotique, avec les outils de la complexité qu'on vient de voir, l'inconnu cesse d'être une menace pour devenir une opportunité incroyable d'adaptation. Alors maintenant que nos vieilles illusions de contrôle total sont tombées, à votre avis, comment nos institutions vont-elles devoir réapprendre à surfer sur cette grande vague de l'incertitude ? Sur ce, merci de m'avoir suivi et à très vite pour un prochain décryptage.